Avant de démarrer un thème qui me tient énormément à cœur parce que même si, comme vous le savez, ce que je propose, moi, c'est du coaching. Et sur le coaching, on travaille essentiellement sur le présent et sur le futur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dans le passé. On va dans le passé aussi en coaching. Pas pour le transformer ou pour travailler dessus, mais pour le comprendre. Donc ça va être le thème d'aujourd'hui, c'est on va voir comment, quelque part, on pourrait reconstruire son passé pour ouvrir de nouvelles voies vers l'avenir. Mais avant de faire ça, il y a quelques petits malins qui m'ont dit « Mais franchement David, arrête de te la péter avec ta bibliothèque derrière parce que les fonds verts, c'est facile à faire. » Ok ? Donc sachez que je me la pète pas, ça c'est mon grand dada, c'est ma grande passion. Les livres sont ma grande passion. Je lis énormément, voilà. Donc c'est un fond vert magique puisqu'on peut prendre non seulement les livres qui sont à l'intérieur, et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est ça aussi, parce que ça c'est le premier trophée que j'ai reçu de YouTube, voilà, pour les 100 000 premiers followers, et ça m'a beaucoup touché, parce que c'était pour moi quelque chose d'assez inattendu, et voilà, pas que ça tombe, c'est dommage. Et donc voilà, donc sachez que cette bibliothèque c'est ma grande passion. J'ai à peu près le double de livres par ici et puis aussi dans un autre bureau que j'ai, dans lequel je ne tourne pas parce que la lumière ne le permet pas et que c'est pas bien, mais par contre j'ai tous mes livres et notamment les livres que j'ai sur tout ce que je fais en termes de recherche en neurosciences. Donc c'est un lieu dans lequel j'aime me ressourcer. Voilà, c'était juste pour vous dire que cette bibliothèque est bien réelle, que ce que je propose est bien réel et c'est important de vous le dire. Comme ça, ça met fin à toute forme de discussion et d'échange qu'on aurait pu avoir sur les fonds verts et tout ça. Maintenant, on va parler quand même de l'essentiel, à savoir quelque part notre passé et puis la dimension familiale de tout ça. Est-ce que en fait c'est si important ça parfois de démonter les archives familiales ou d'envoyer des demandes de renseignements à l'État, il y en a plein qui le font, ou d'être à la recherche de la vérité et puis parfois d'être au point, comme moi je l'ai fait, de harceler nos grands-parents. Alors, peut-être, on se dit que dans certains cas, on ne devrait penser qu'exclusivement à l'avenir. Ok ? Mais on sait très bien que quand on est centré sur notre futur, parfois il y a quelque chose qui nous arrête. Par exemple, ma grand-mère, à propos de sa tarte, elle disait « Vous mettez la pâte le soir, vous pétrissez la pâte le matin, ok ? Et vous la laissez lever 2 fois. » J'avais même une tante qui disait « L'amour s'arrête, mais le travail sauve. » Bon, elle était malheureuse en amour, vous l'avez bien compris. Ce que vous avez compris aussi, c'est que chacun d'entre nous, on a beaucoup de souvenirs comme ça. Ok ? La question c'est, est-ce que ces souvenirs sont les nôtres ? Alors oui, ils sont les nôtres. Mais en même temps, ils appartiennent aussi à nos proches qui partagent ce qu'ils savent et se souviennent de ce qu'ils ont vécu et ressenti tout au long de leur vie. Comme nous. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait en fait ? Toutes ces phrases, ces injonctions, en fait, nous les absorbons. Ce ne sont pas toujours que des paroles, ce sont aussi des gestes, des regards, des habitudes, des préférences culinaires, gustatives ou vestimentaires. Il y a un psychologue russe que j'aime beaucoup qui s'appelle Viktor Zaretsky, qui est psychologue, comme je vous le disais, et c'est l'un des fondateurs de la méthode du sociodrame culturel et historique. Lui, il disait un truc qui était très beau. Il disait en fait, en substance, nous transportons une partie des personnes avec lesquelles nous sommes connectés, nous apprenons d'eux, et ensuite, nous transmettons la tradition à ceux qui nous suivent. Okay ? Et vous allez voir que ça se produit dans tous nos domaines de vie. Dans la science, dans la société, dans la famille. En fait, sans ce passé, je pense que nous ne serions pas nous-mêmes. Mais que se passe-t-il s'il y a des lacunes dans ce passé, si on trouve qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, ok ? Et ça devient comme une espèce de trou dans lequel notre énergie va partir. C'est comme dans les toilettes en fait, d'accord ? Tout ce qui va être mystère familial ou parfois les secrets familiaux, ok ? Vous savez, ce fameux événement sur lequel on ne parle pas. Ce sont des zones de silence qui touchent toute la famille. Donc, parfois on appelle ça des secrets familiaux. Et ce secret familial, comme je vous le disais, c'est comme un trou. C'est un vide psychologique. Et comme vous savez que la nature n'aime pas le vide, voire elle déteste ça, on aura toujours un manque. C'est comme s'il y avait un espace de vie inachevé. Et par sa nature, en fait, cet espace veut être achevé. Donc ce qu'on appelle le mystère familial ou le secret familial,
ou les secrets de famille, okay, c'est une espèce d'incertitude qui, à terme, va produire une anxiété qui va s'installer dans le temps. Parfois, vous allez voir qu'un petit incident suffit pour provoquer l'explosion d'émotions dans la famille et même une rupture des liens. D'autant plus si ce secret existe depuis de nombreuses années et qu'il se transmet de génération en génération. Ça veut dire que si la plaie ne se ferme pas de génération en génération, alors ce qu'on appelle la loi des systèmes familiaux va faire que le syndrome va s'aggraver de génération en génération. Au départ, ce qui est une vraie peur d'un problème spécifique, si on évite d'en parler, ça va se transformer en une espèce de menace un peu vague, pas claire du tout, que tous les membres de la famille vont occulter, mais vont transmettre à l'ensemble des membres de la famille, et puis des descendants. C'est-à-dire que tout le monde va le ressentir, génération après génération. C'est ce qu'on appelle aussi les arcanes de la psychogénéalogie. Voilà pourquoi dans une famille normale, quelqu'un peut souffrir parfois de dépression, d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs. Ça va être quelqu'un qui va se laver les mains 40 fois par jour, qui va couper le gaz et vérifier que le gaz il est coupé 30 fois par jour, et ça sans savoir pourquoi. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison dans le présent à ce qu'on soit dépressif ou anxieux ou qu'on ait ces tocs. D'accord ? Mais la raison, elle se cache dans le passé et dans les arcanes inconscientes de notre mode de fonctionnement. Alors, ça veut dire que quand on parle du passé, il faut qu'on soit clair sur de quoi on parle. Okay ? Parce que le passé, il ne peut pas disparaître sans laisser de traces. Il s'incarne toujours quelque part dans le présent. Toujours un petit peu, au moins. Ça veut dire que, par exemple, en choisissant nos partenaires, souvent, on va préférer ceux qui vont nous aider à maintenir nos habitudes, celles qu'on a acquises au sein de notre famille. C'est l'un des grands critères de choix, par exemple. Okay ? Autre chose, si dans votre famille, on dit par exemple, chez nous, on ne parle pas de sexe, et que c'est vraiment une sorte de tabou. Peut-être qu'il y a quelque chose d'effrayant qui a été caché derrière ça, ou peut-être pas, ok ? Mais il y a une chose gênante, dont, soi-disant, les gens honnêtes ne parlent pas, d'accord ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu de viol, ou de meurtre, ou de choses importantes, mais le sujet, il est enveloppé d'un mystère. Alors, pourquoi ? Parfois, c'est juste parce que nos grands-mères n'ont pas parlé de ça, et puis qu'au XXIe siècle, pour certains encore, ça a semblé pouvoir être indécent, d'accord ? Mais parfois, il y a peut-être une histoire profonde d'attouchement, d'inceste, de viol, ok ? Et ça, cette espèce de tabou qu'on transmet de famille en famille, de génération en génération, ça va avoir un impact dans notre quotidien. Parce que du coup, peut-être ça va nous empêcher de nous construire à travers une relation sexuelle normale. Okay ? Peut-être que par exemple, la femme n'osera pas dire ce qu'elle aime ou pas. Et pour l'homme, ça va être pareil. Il n'osera pas demander ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Bref, les échanges ne seront pas clairs. Et on va s'apercevoir que ça va avoir des répercussions. Et vous verrez que ces mêmes personnes, frustrées dans leur sexualité, le seront au point parfois de faire exploser leur couple, à moins qu'un jour ils ne consultent un professionnel. Vous comprenez ? Ça veut dire que dans de nombreuses familles, par exemple, les origines juives sont devenues un mystère. Même aujourd'hui, ce thème, il est souvent très difficile. Tellement difficile que la plupart des gens ne peuvent même pas en parler. Ils refusent de croire qu'il y a eu un holocauste, par exemple. Maintenant, avec un peu de recul, si nous l'admettons, il s'avère que si des Allemands, même cultivés, étaient capables d'une telle inhumanité, ça signifie que peut-être moi ou quelqu'un de proche, toute personne appartenant à la race humaine, en somme, peut également devenir un monstre. C'est la fameuse chanson de Jean-Jacques Goldman. Et si j'étais né à Leidenstadt, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ? Et c'est important justement, à travers cette chanson, à travers cette histoire, c'est de dire, mais si on avait été à la place d'eux, est-ce qu'on aurait fait des choix différents ? Franchement, rien n'est moins sûr. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance et la force de l'environnement et des traditions familiales qui se transmettent, et parfois culturelles, sociales. Ça veut dire que tant que l'opinion de la société, les attitudes, les antécédents familiaux ne seront pas clairement définis, et que moi, je ne me serais pas positionné clairement à travers ça, dans ma responsabilité personnelle, l'anxiété ne disparaîtra pas. Okay ? Vous devez savoir que des descendants d'Adolf Hitler sont mariés aujourd'hui avec des juifs, les petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles, des oncles et tantes et de l'entourage familial d'Adolf Hitler
sont pour beaucoup d'entre eux mariés avec des juifs. Je suis pas sûr qu'il aurait apprécié ça, mais en tout cas, une chose encore, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des personnes qui ont dû se positionner par rapport à ça. Ok ? Maintenant, comprenez aussi que les attitudes sociales changent. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Des choses qui ont été considérées être normales peuvent devenir absolument inacceptables. L'un des exemples, par exemple, c'est l'orientation sexuelle. L'attitude de l'orientation sexuelle a beaucoup changé au cours des siècles. On est passé du calme à l'Antiquité, à la persécution à l'époque chrétienne, et puis on persécute encore de nos jours pour nos orientations sexuelles. Et cette tendance de développement civilisationnel, c'est pas facile à dire, civilisationnel, ok, d'accepter la diversité et de parler de tous ces sujets, c'est ça qui va pouvoir enlever les tensions. Et dans les mêmes cultures où règne toujours une sorte de silence forcé, où par exemple les gays ne peuvent être acceptés et exprimer sereinement leur identité, vous allez voir que dans ces mêmes sociétés, il y aura du stress psychologique, il y aura des agressions sociales et il y aura des tragédies tous les jours. Donc il y a des choses qui ne sont pas vantées, par exemple les maladies comme l'énurésie, okay, c'est l'incontinence chez les adultes. Mais si quelqu'un l'admet, si on en parle, eh ben on s'apercevra que des personnes pourront se positionner avant que ça pose un problème, que cette maladie pose un problème, ou que ça devient un handicap. On voit de plus en plus de publicités aujourd'hui qui vantent les mérites de couches urinaires pour les personnes âgées. D'accord ? Bon, ce qui est moins acceptable, c'est que la personne qui fait la présentation de la publicité, elle est pas âgée. Okay ? Donc on pourrait se positionner à partir de quand la publicité veut nous vendre des produits et nous faire croire qu'on est vieux avant l'âge. Ça, c'est autre chose, je mets ça de côté. Mais quand bien même, on va s'apercevoir que quand ça va rentrer dans les mœurs de la société, en fait, il y aura une acceptation avant ça, et les personnes pourront considérer que ça fait partie de la norme sociétale, et on pourra agir là-dessus. D'ailleurs, jusqu'à récemment, les personnes qui étaient infectées par le virus du sida, le VIH, étaient vraiment victimes de discrimination. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi dans cette génération sida, et je voyais à quel point, parfois, il pouvait y avoir des velléités, j'ai perdu des proches du sida, et de voir à quel point il pouvait y avoir de la violence et du rejet. Ensuite, lorsque le mécanisme de transmission a été précisément établi et que les traitements ont été trouvés, les attitudes à l'égard des personnes qui étaient infectées par le virus avaient changé. Donc sachez une chose, là où quelque chose est entouré de mystère, de secrets, il y a des peurs qui surgissent. Okay ? Le nombre de malades va être caché. La tension va monter dans la société, dans les familles, et après, par voie de conséquence, chez les individus. Pour ça, il faut restaurer l'histoire. Le mystère familial, en fait, il nous détache de notre mémoire ancestrale. Ça veut dire que ça peut devenir une partie de notre personnalité. Donc il est clair que peut-être on ne peut pas apprendre grand-chose des archives, parce qu'elles n'ont pas toutes survécu, mais il y a d'autres méthodes qui sont psychologiques, qui viennent au secours de tout ça. Et ces méthodes, en fait, elles nous aident, alors peut-être pas à trouver la vérité des faits, mais la vérité de l'âme. Jung disait quelque chose de très beau, il disait « L'histoire humaine entre dans l'inconscient collectif, et si nous y envoyons une demande, nous obtenons une réponse et ressentons quand ça se produit. » Ça veut dire que des ancêtres qui sont tombés dans l'oubli peuvent revenir, peuvent raconter leur histoire, vous donner des conseils si vous le souhaitez, et du coup vous entrez en contact avec l'énergie de cette personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'un des outils que je vais pouvoir vous proposer, c'est de dire, tiens, s'il y a eu quelque chose de tabou, quelque chose d'éludé. Vous savez, parfois on a tendance à idéaliser nos parents ou nos grands-parents, mais peut-être qu'ils avaient aussi une part d'ombre, et cette part d'ombre, en fait, c'est important d'aller l'explorer et de l'accepter. Par exemple, moi je me rends compte que j'avais un grand-père maternel qui est très très proche de moi en termes de personnalité, mais c'est aussi quelqu'un qui était un grand créatif, c'était un grand compositeur de musique, et dans son domaine, c'était quelqu'un qui aimait le plaisir, qui aimait la vie, mais qui avait aussi une addiction pour l'alcool. Et c'est juste important de comprendre que finalement, peut-être, il ne mettait pas de barrière avec tout ça. Donc moi, je veux bien prendre de cet homme, je veux bien prendre de sa créativité, je veux bien prendre de sa joie de vivre, je veux bien prendre de sa gentillesse que ma mère disait légendaire, mais, sa part d'addiction, je la veux pas. Donc parfois, ça peut être bien, en interrogeant nos parents ou nos grands-parents, de dire « Ok, tu me racontes le côté beau de papa ou le côté beau de mémé ou pépé, mais c'était quoi sa part d'ombre ? Si tu avais quelque chose à dire
de lui? Est-ce qu'il était parfait? Sachez que nos anciens, ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je vous rappelle ce moment magique que j'avais vécu à l'université, où mon prof m'avait interpellé sur le fait que systématiquement, quand j'apprenais quelque chose, je posais la question, mais comment ça se passe pour un enfant? Et il m'avait posé la question, il m'a dit, David, mais tu veux faire psychologue pour enfants? Je lui ai dit, pas du tout. C'est pas ce que je veux faire, moi je travaille avec les sportifs de haut niveau. Et il m'a dit un truc très beau, je vous rappelle que moi j'ai appris l'orientation jungienne. Et c'est très jungien ce qu'il a dit, tu sais, pour tes enfants tu seras toujours porteur de lumière et tu seras porteur d'ombre. Bon, à toi de voir dans quelle mesure il y aura de la lumière plus que d'ombre, d'accord? Mais cette part d'ombre, c'est ce qu'ils auront à travailler eux-mêmes pour devenir adultes. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau, parce que du coup ça m'a déculpabilisé d'être toujours dans une espèce d'élan parfait, ou voilà. Donc ça peut être bien de te dire de temps en temps, tiens, et si j'imaginais une conversation avec mon arrière-grand-père ou avec mon grand-père, qui a commis un acte peut-être illicite ou qu'on va condamner comme irréparable. Et si j'essayais de comprendre pourquoi il l'a fait, si j'essayais de lui pardonner, et bien en fait, toute cette démarche-là va faire que vous ne serez pas impacté par ce secret familial. D'accord ? Rappelez-vous aussi une chose, nous n'avons pas ni futur ni de passé, c'est mon futur, c'est mon passé. C'est individuel, c'est personnel. Et de la façon dont nous comprenons le passé de notre famille, donc le nôtre, ok, l'avenir individuel et notre présent va en dépendre. Mais sachez que le passé, il peut être repensé et construit. La reconstruction, c'est un moyen de trouver des points de référence pour justement élaborer notre propre attitude, pour comprendre quelle partie existe en nous. Okay ? Alors, c'est vrai que la lecture ne remplacera jamais une psychothérapie, mais ça peut aider à comprendre ce qui se passe avec nous. Okay ? Le travail de recyclage des traumatismes, c'est quelque chose de compliqué, mais il peut aussi fermer ce fameux trou et faire du passé une ressource. Donc, plus on va oser parler des choses difficiles, j'avais un de mes clients notamment qui avait été violé par une personne de sa communauté religieuse, et c'était un tabou familial. Et il y avait donc des distensions, lui il était plutôt dépressif, avec une surcharge pondérale très importante, mais le jour où on a fait tomber le tabou, le jour où il en a parlé, le jour où il a échangé ça, il y a plein de choses qui se sont libérées. On voit aussi qu'à travers l'actualité en ce moment, il y a de très grands journalistes dont on pensait exemplaires et qui finalement avaient des travers où ils violaient des enfants. Donc je veux juste que vous compreniez que, alors c'est absolument pas une généralité, on parle d'un homme, ok, mais on peut imaginer le poids des croyances familiales, des difficultés familiales qu'il y avait à travers tout ça. Donc je veux juste que vous compreniez que plus vous allez oser y aller, et moins vous serez impacté. D'accord ? Sachez aussi que derrière chacun d'entre nous, il y a une histoire de ce genre qui remonte parfois très très loin et qui est une vraie source d'énergie vitale. Donc, allez chercher des réponses dans votre passé sans jugement, mais avec la ferme intention de vous comprendre aujourd'hui pour faire de meilleurs choix demain. Voilà. Et puis, posez-vous cette question. À sa place, qu'est-ce que j'aurais fait de différent ? À sa place, qu'est-ce que j'aurais fait de différent ou différemment ? Je vous aime, transmettez, likez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que cette histoire, cette notion de passé ou de psychogénéalogie vous touche, vous impacte, vous plaît ? À ce moment-là, je pourrais faire d'autres vidéos. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, à très bientôt.